Au surplus, je vais immédiatement céder la parole à Cynthia Chassigneux qui a le défi, en quelque sorte, d'examiner les voies pour atténuer ces tensions, pour réduire ces risques et pour redonner au traitement des données personnelles un indice de confiance qui soit suffisant pour en étayer la légitimité. Cynthia. Donc tout d'abord, je voudrais vous remercier aussi, c'est la coutume de remercier les organisateurs d'avoir organisé cette conférence qui est vraiment très intéressante. Et je voudrais rebondir sur quelque chose qu'a dit Yves Poulet. Les puces RFID, c'est j'aime dire c'est 3 secondes de plaisir pour 3 heures de souffrance. Surtout dans la discothèque de Barcelone, c'est 3 secondes, un peu plus de 3 secondes pour vous l'implanter sous la peau sous-cutanée. Vous passez à côté, vous rentrez dans la discothèque. En général, j'ai aussi plaisir à dire que c'est souvent des filles, parce que c'est vrai que c'est jamais agréable d'aller se promener en discothèque avec un sac, alors qu'un garçon, ça peut mettre tous ses papiers dans les poches. Une fille, ça a son sac, et puis on n'a jamais assez de sacs, et puis on a des sacoches, puis on a des sacoches. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se met... On voit cette proposition d'avoir cette puce RFID et 3 secondes de plaisir, une petite piqûre. On désinfecte un petit peu. Je monte toujours mon bras gauche, en plus, je ne sais pas pourquoi. Je crois que je suis jalouse de ne pas en avoir une dans le bras gauche. On désinfecte un petit peu, puis une petite piqûre sous-cutanée, puis on a notre puce RFID, puis après... c'est cling, 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 plus besoin d'avoir de porte-monnaie. Donc ça, pour des filles, c'est intéressant. Par contre, c'est 3 heures de souffrance, entre guillemets, parce que pour la faire enlever, la puce RFID, c'est une anesthésie locale. Donc la proportion des risques dans ces cas-là, parce qu'on ne sait jamais où elle peut aller, elle peut se déplacer dans notre organisme, donc d'où le 3 heures d'anesthésie locale en espérant qu'il ne faille pas arriver à une anesthésie générale pour pouvoir les enlever, quoique. En sortant de la boîte, notre frigo pourra nous dire qu'on n'a plus de bière, donc passer au dépanneur du coin, et puis de ce moment-là, il n'aura plus qu'à... Le dépanneur du coin, pareil, il aura juste à passer le lecteur de code barre sur notre bras. On n'aura même plus à avoir de porte-monnaie avec nous. C'est peut-être la mort des pickpockets. Allez savoir. Mais bon. Moi, aujourd'hui, je vais essayer de... Yves a aussi parlé de l'opacité des traitements, et je vais en parler un petit peu. Et je voudrais partir d'applications qui sont de plus en plus à la mode, afin de, comme si on n'avait pas assez de carnets d'adresses remplis d'amis réels. Maintenant, ça nous prend les amis de nos amis, de nos amis, de nos amis, de nos amis virtuels, avec l'utilisation de MySpace ou de Facebook, en sachant que dans les universités, de plus en plus, ou même dans les cégeps, donc les collèges ou les lycées pour les Européens, la tendance est à faire en sorte que tous les étudiants soient membres ou clients, choisissez le terme que vous voulez, de Facebook, et de se communiquer entre eux. Si j'avais quelque chose à dire à Yves, là Yves n'a pas son terminal devant lui, je lui enverrai directement un message via Facebook. C'est tellement plus intéressant que de parler de visu. Donc il y a de plus en plus, donc on donne de plus en plus d'informations. On va mettre les photos de nos dernières vacances, les photos de nos derniers parties d'intégration à l'université, très intéressant aussi avec le calage de bière. On en revient toujours à la bière, c'est quelque chose de très important. Donc on met nos photos, mais on met aussi nos préférences musicales, on met notre nom, notre prénom. On peut aussi marquer si on est célibataire ou si on est en couple. Et si vous êtes en couple, vous pouvez quand même marquer, parce qu'il y a des choix de fait
quand vous indiquez vos préférences, vous pouvez indiquer que oui, vous êtes en couple, mais que vous regardez à gauche, à droite, au cas où. C'est intéressant aussi. J'ai vu ça vraiment, j'ai été très surprise de voir ça, qu'on pouvait être en couple et de regarder à côté. Moi, ma grand-mère disait que c'est pas parce qu'on est au régime qu'on ne doit pas regarder le menu. Tout ça pour dire qu'on donne de plus en plus d'informations, qu'on pense que ce sont des lieux privés qui ne sont pas forcément privés, parce que les amis, ben, on ne les connaît pas, ou on aimerait les connaître. Donc de privé, ça devient public. Et il y a eu un rapport qui a été fait dernièrement par l'EPIC, et puis Privacy International, de 2006, qui justement montre, qui démontre le fait que, ok, est-ce qu'il y a vraiment, il part du principe, est-ce qu'il y a quelque chose d'important à dévoiler toutes ces informations sur des espaces dits privés, j'insiste sur le dit privé, est-ce que c'est réellement important? Est-ce qu'il y a des risques? Donc, a priori, il n'y en a pas, mais a posteriori, comme Yves a pu le démontrer, il y en a. Et dans ces cas-là, l'EPIC et puis Privacy International insistent sur le fait que, est-ce que, en tant que client, en tant que consommateur, en tant que membre de ces communautés virtuelles, est-ce qu'on est réellement au courant de qui est derrière, de qui va utiliser nos renseignements? Et ça m'en vient, quoi. L'importance de l'information, l'importance du fait qu'il faille... Parce que si je demandais, ce matin, on a Monsieur Lévy demandé si on connaissait le terme d'un mot, si je demande qui dans la salle va lire les politiques de confidentialité qui sont installées en bas de chaque site web, voire... pas forcément sur la page d'accueil, mais sur la 3e page de la commande que vous allez devoir passer sur un site de commerce en ligne pour pouvoir savoir quels sont les renseignements qu'on vous demande. À partir de là, peut-être que vous allez prendre connaissance de la politique de confidentialité. Donc, j'ose même pas demander à savoir combien de personnes ont déjà lu minimalement l'introduction d'une politique de confidentialité. Je ne le demande pas. Mais tout ça pour dire... l'importance de l'information, et puis je reviendrai sur ça après, mais je voudrais aussi pour dire qu'on parle des adolescents, on parle des adultes qui vont sur Facebook et qui vont sur MySpace, mais justement à la conférence internationale qui a eu lieu à la fin du mois de septembre de tous les commissaires à la vie privée, il y avait un panel qui montrait aussi et à quel point de la plus petite enfance on est... J'avais envie d'utiliser le terme sensibiliser, mais on verra les effets néfastes par la suite. En tant qu'enfant, il y a des sites qui vous permettent, pour des enfants, d'aller jouer. Barbie.com, ça paraît totalement anodin comme ça de connaître de passer du réel de la poupée Barbie que toute petite fille demande à Noël, mais là elle peut aller l'habiller, elle peut aller la changer, elle peut changer la couleur de Ken, la couleur de cheveux de Ken, c'est très important de changer la couleur de cheveux de Ken. Puis ils bougent un peu plus, ils sont un peu moins figés que dans la vie réelle. Là, dans ce cas-là, le virtuel est un peu plus en mouvement que le réel. Mais il y a un site qui s'appelle Webkinz qui a fait en sorte que les enfants puissent adopter des petits animaux virtuels. Et c'est un peu comme les Tamagotchi qu'on avait il y a quelques années. On était tous à essayer de faire en sorte que notre petit animal virtuel vive. Bah là, vous pouvez adopter des animaux virtuels. Puis si vous les laissez mourir, ils ne meurent jamais. Parce qu'ils ne peuvent pas mourir. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va vouloir les adopter. Donc, mais là aussi, c'est encore pour connaître les préférences des enfants. Mais les enfants, ils répondent à des questions sans savoir quels sont le traitement de l'information qui va être fait par la suite. Donc, dès le plus jeune âge, Barbie ou ces petits animaux virtuels, ces petits Tamagotchi, eh ben, on donne de plus en plus d'informations. Et donc, j'en viens à ça. Est-ce que, et puis c'est une partie de
du thème de dignité et virtualisation, quelles sont les logiques gestionnaires qui appellent à une production et une circulation accélérée des données personnelles, et c'est surtout comment ces logiques parviennent-elles à assurer une protection effective des données afférentes à la protection et à la dignité des personnes. C'est l'information peut, c'est sûr, il pourrait y avoir, il y a eu à un moment une étude ou un projet qui était de faire en sorte que votre navigateur dialogue avec les préférences des sites sur lesquels vous allez, P3P. Ce matin, on a parlé de le P2P. Donc P3P, malheureusement, encore un autre un instrument qui a été développé par le W3C, qui malheureusement n'est jamais arrivé à ces termes, parce que là, il faut l'unanimité de tous les membres du W3C pour faire en sorte que cette technologie puisse voir le jour. Donc, à part cette technologie où on pouvait avoir un dialogue dès le début, de savoir qu'est-ce qui se faisait sur un site, là, il faut vraiment aller sur le site, puis il faut aller vraiment lire la politique de confidentialité, donc qui est des fois pas très lisible. Donc, moi, dans le cadre de mes recherches, j'ai justement regardé c'était quoi l'effectivité de ces politiques de confidentialité. Ça fait à peu près 10 ans qu'on en parle. Les premières études sur les politiques de confidentialité datent de 1997. C'est sûr, c'est beaucoup plus, désolé Monsieur Lavenu, c'est beaucoup plus la tendance nord-américaine. Pas que sur les lois, je suis ambivalente avec ma formation européenne et mon doctorat au Canada, donc les pieds entre les deux. Mais là, je vais plus regarder puis un peu critiquer ce que font les États-Unis. Donc, il y a eu les premières études ont été en 1997, qui ont été faites par l'EPIC et qui montraient que seulement 17% des sites avaient des politiques de confidentialité. En 1999, le chiffre est un peu augmenté. Il y avait 45% des sites qui disaient avoir des politiques de confidentialité. Mais ils reconnaissaient quand même que, en fait, si ce n'était pas réellement suivi, s'il n'y avait pas réellement de prise en considération des politiques de confidentialité, c'est parce que de toute façon, si on ne respectait pas les obligations que les lois ou que les principes pouvaient édicter, ce n'était pas plus grave que ça parce qu'il n'y avait pas de sanctions réelles. Donc, en fait, il y a eu le Federal Trade Commission qui a commencé à aussi analyser non plus 100 sites les plus populaires, mais 1400 sites et plus de 1400 sites. En 1998, là, il y a eu 14% des sites qui déclaraient avoir des politiques de confidentialité. Un an plus tard, même analyse, et le FTC a dit « Ok, vous avez pris un peu plus en considération les préoccupations légales ou les principes ». Car on sait qu'aux États-Unis, les principes, les obligations sont plus des principes que formalisés dans les lois en matière de protection des renseignements personnels. Je reconnais que vous prenez de plus en plus en considération la vie privée de vos clients, mais je vous laisse encore une chance. Je vous donne encore la possibilité d'aller plus loin dans votre application. Donc, je ne mettrai pas en place, je n'actionnerai pas le Congrès pour faire en sorte qu'il y ait une loi qui soit adoptée aux États-Unis. Par contre, il faut savoir qu'ils l'ont fait pour la protection des enfants. En 2000, il y a eu encore une autre étude, toujours du FTC, qui là a dit... même si elle continue à supporter l'autoréglementation, elle reconnaît quand même que la technique, c'est pas suffisant et qu'il faut vraiment aller plus loin dans la façon d'agir. Et c'est à peu près à ce moment-là où, en plus, il y a eu l'intégration d'un nouveau principe dans les principes américains de Fair Information Practice Principle, en mettant justement le principe qui vise à sanctionner le non-respect de la protection des renseignements personnels et de la vie. Donc il y a eu le principe d'enforcement qui a été intégré aux 4 premiers principes qui étaient développés aux États-Unis. Et c'est ce que je disais,
ça a été mis en place à partir de 2000 et qui date de la période à laquelle, en plus, il y avait eu toutes les discussions entre l'Union européenne et les États-Unis quant au niveau de protection adéquat relatif à l'article 25 de la directive de 95. Et donc ça a vraiment été à partir de ce moment-là où il y a eu aussi beaucoup plus de sites qui se sont mis à avoir des politiques de confidentialité. Beaucoup plus de sites qui ont adhéré au principe de la sphère de sécurité Safe Harbor. Donc, tout ça pour dire que du fait qu'il y ait maintenant une possible sanction, je dis bien une possible parce que oui, il y a des plaintes qui ont été portées auprès du FTC, oui, il y a des actions qui sont faites, mais elles restent encore minimes parce que quand on achète un CD à $10,99, là c'est peut-être un peu plus cher, $19,99 ou 15 €, est-ce qu'on va vraiment porter plainte? À qui aller porter plainte? Est-ce qu'on va porter plainte auprès de eBay, par exemple? Est-ce qu'ils vont nous envoyer le CD quand même? Ça c'est autre chose, mais bon, ça c'est au-delà de la protection des renseignements personnels. Et j'imagine que peut-être demain, dans toutes les questions de cyberjustice, ce thème sera abordé. Mais tout ça pour dire que les politiques de confidentialité, oui, elles sont de plus en plus prises en considération, mais on s'entend que les lire, c'est fastidieux. Les lire, il faut déjà les trouver. Il faut déjà avoir de bons yeux, parce que des fois, elles sont écrites en tout petit, en caractère 8. Mais il y a des études actuelles qui font en sorte que on développe de plus en plus une nouvelle façon de mettre en place ces politiques de confidentialité. Si vous allez sur des sites de plus en plus, il va y avoir comme une petite table des matières avec des liens. Puis justement, vous avez, ou plus sous forme de foire aux questions. Donc vous allez avoir une question, et puis si vous voulez avoir l'information, là vous cliquez. Mais c'est encore une fois, c'est toujours le client, le consommateur, qui doit avoir une attitude proactive. Donc, parce que justement, il n'y a pas ce dialogue qui est établi avant d'entrer sur le site web. Donc ça, c'est tous les préceptes et toutes les analyses qui sont mises en ce moment en place. Et normalement, l'OCDE devrait rendre un rapport d'ici la fin de l'année ou début de l'année 2008 sur justement cette mise en place et puis cette effectivité des politiques de confidentialité à multiniveau. Mais tout ça pour dire que pour l'instant, là, j'ai plus parlé de politique de confidentialité suite à MySpace, Facebook, informer les gens, informer les personnes de qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui va être mis en place, qui, pourquoi, comment on protège ou on collecte leurs renseignements personnels. Mais ça touche pas juste ces lieux virtuels, ça touche tous les traitements qu'il peut y avoir sur Internet. Et en particulier aussi l'information, le fait de, quand on collecte des renseignements personnels, que ces renseignements sont stockés et traités à l'extérieur du territoire, même sur lequel ils ont été collectés. On se souviendra de toutes les questions qui ont été soulevées par rapport au Patriot Act, par rapport aux données passagers, savoir comment ça allait être traité aux États-Unis, qui allait pouvoir avoir accès. Est-ce que nous, en tant que collecteurs de renseignements personnels, je dis nous en tant qu'entreprise ou organisme public, collecteurs de renseignements personnels, est-ce que je vais savoir que les renseignements que j'ai stockés aux États-Unis sont transférés au FBI? Il y a eu des rapports qui ont été émis en mars 2007, disant que le FBI avait un petit peu outrepassé ses pouvoirs de demander à tout vent des renseignements personnels. Il y a d'autres rapports qui vont être émis en décembre 2007 et un autre en mars 2008. Et là, c'est vraiment dans la phase continuelle du Patriot Act. Donc, importance de toujours informer. Mais il y a aussi l'importance de faire, et ça c'est dans différents projets
sur lesquels j'ai pu travailler au centre avec Pierre Trudel, Karim ou Madame Noppers. L'importance de faire une analyse des risques, l'importance de savoir le flux de l'information, comment ça fonctionne, ça va d'où vers où, puis comment on assure la sécurité des... S'il y a des risques, ça veut dire qu'il y a possiblement des pansements à trouver. Donc, quels sont les pansements à trouver? Mais là, en préparant la conférence, je suis tombée sur un rapport qu'a émis le commissaire à la protection à la vie privée du Canada du mois d'octobre 2007, qui parle justement de tous l'évaluation des facteurs de risque. On s'entend que c'est important de regarder justement c'est quoi les risques qui peuvent avoir, et je pense que Yves les a bien démontrés. Et dans les projets sur lesquels on a pu travailler, c'est vrai que quand on arrive, nous, avec les questions de vie privée, en disant attention, c'est parce que c'est beau la sécurité technique, c'est beau la sécurité... c'est beau de mettre tous les codes d'accès, mais il y a quand même des questions relatives à la vie privée qui doivent être prises en considération. Et des fois, on nous dit ça empêche le projet d'avancer. Bon, ça, c'est autre chose. Mais il y a la commissaire à la vie privée, dans la conclusion de son étude, je suis en train de chercher la conclusion de l'étude. Dans la conclusion de son étude, elle dit que oui, les principes et oui, les analyses de risque sont prises en considération. Les entreprises et même les organismes publics considèrent de plus en plus le fait de faire une analyse de risque. Mais je vais vous lire un petit passage. Ils disent les principes, mais elle conclut quand même que c'est pas suffisant, que il pourrait faire plus, un peu comme en 98 avec les politiques de confidentialité. Et il est indiqué que les principales raisons relevées pour l'application inégale de la politique et de ses lacunes sur le plan du rendement sont le manque d'infrastructures et de soutien de la direction, l'intégration limitée des évaluations de facteurs de la vie privée au processus de prise de décision stratégique, le manque de ressources en matière de protection des renseignements personnels, alors que c'est les gens qui vont demander, le manque de capacité de formation et l'absence d'évaluation et de surveillance interne. Donc, c'est important. Moi, je continue, même si j'ai un fond assez optimiste, hein, et je fais assez confiance, et d'ailleurs c'est le thème de mes recherches, de mon postdoc, hein, sur la confiance dans les environnements électroniques. Vous pouvez me dire que les lois ne sont pas suffisantes ou que les lois sont trop strictes, sont trop rigides, empêchent d'avancer parce qu'il faut toujours ce consentement. Il y a encore le consentement, toujours le consentement. Il faudrait peut-être de temps en temps revoir les principes pour justement faire en sorte que les principes d'hier et non en 1980 soient adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Principe de finalité, une finalité ou plusieurs finalités? Est-ce qu'on doit rester sur une seule finalité qui est déterminée dans les lois, ou est-ce qu'on doit faire en sorte que justement, et puis ça, je pense que Pierre Trudel en parlera demain en parlant d'administration électronique, le domaine des finalités, le fait qu'on soit dans un réseau, ça ouvre les différentes possibilités. Il n'y a plus une finalité, il y a plusieurs finalités. Donc je reste assez optimiste, j'ai assez confiance. J'essaye d'avoir confiance. J'essaye. Des fois, c'est pas toujours facile, mais j'essaye d'avoir confiance. Mais après, la question, c'est comment est-ce créer la confiance? C'est virtuel. Hein. Un écran. Monsieur Lavenu, excusez, ou Monsieur Lévy, je vous vois justement avec les mimiques du visage, on peut savoir si vous avez une interrogation ou si vous adhérez à ce que je dis. Un écran d'ordinateur, là il est tout noir en plus, donc je vais avoir de la misère de savoir qu'est-ce que pense la personne qui est derrière. Et d'ailleurs, si vous allez sur YouTube, il y a une très très belle pub, il y a un très beau petit une vidéo qui montre les gens qui
qui font tellement confiance à cet outil, qui mangent avec leur outil, qui sont inscrits à Facebook, qui ont un nouvel ami et qui vont manger avec leur ordinateur, qui font goûter leur tarte au sucre, on va dire. Et puis ils font comme ça avec l'ordinateur pour montrer que l'ordinateur adore la tarte au sucre. Ou les nouvelles relations amoureuses, c'est avec l'écran de l'ordinateur. Mais je reste confiante. Mais c'est ça, c'est comment se créer cette confiance, qui doit la donner, comment elle est véhiculée. Il y a les destinataires de la confiance qui sont les entreprises ou les organismes, mais c'est surtout l'émetteur de la confiance, donc en tant que citoyen, en tant que client, en tant qu'internaute. Comment ce que nous disent les destinataires de la confiance, en général de façon de la réputation, avec toute la réputation. Et ce matin, on parlait de mémoire et sur Internet, justement, on peut aller de plus en plus regarder est-ce qu'une entreprise a été... quand c'est accessible, parce que là, justement, à ce niveau-là, c'est pas toujours accessible de savoir si une entreprise a été condamnée ou pas condamnée. Des fois, c'est par la médiation, donc on n'a pas forcément accès. Donc la réputation. Mais moi, en tant qu'émetteur de la confiance, comment je donne cette confiance Mais j'ose espérer qu'on peut faire quand même confiance à ce petit outil. Parce que si on n'avait pas confiance en cet outil, je pense qu'il n'y aurait pas eu la conférence et il y aurait plein d'études qui ne seraient pas menées. Et puis je pense que toutes les études qui sont menées pour justement faire en sorte que les acteurs d'Internet développent des programmes, des outils pour protéger les renseignements personnels, la conclusion de Yves Trudel, c'est vers un peu plus de... Ouais, je vais redire de confiance. Donc, j'ai essayé de ramener... Merci Cynthia. À la vérité, vous nous invitiez à une réflexion sur les normativités, en tant que telles, en tant que normes. Et ça me faisait penser, vous évoquiez la question du consentement, à ce risque de le banaliser à force de l'exiger, qui est une réalité qui est évoquée dans plusieurs milieux. Donc, réflexion sur les normativités, sur les normes en tant que telles, sur leurs applications, peut-on les intégrer correctement dans les processus? Et bien sûr, également sur les sanctions, puisqu'on doit postuler que dans n'importe quel modèle, il y aura des dérives et il y aura des sanctions. Et je me disais, à la vérité, quant à tout céder, on pourrait aussi, après Facebook, après Google, et je tiens à rassurer immédiatement Yves Poulet, j'ai bien tapé Poulet avec 2 L et ça donne bien 421 000 entrées, et je ne dirai rien des images. Quand on aura exploité cela, on pourra toujours, quand on aura cédé sa vie privée sur ces espaces virtuels, on pourra toujours s'en recréer une autre en allant sur My Second Life et en se constituant une vie nouvelle dont on contrôlera cette fois-ci les paramètres de l'information. Voici de bien curieux paradoxes.